Annyeonghaseyo, YouTube. Si je te parle de BTS, EXO, Blackpink ou encore Big Bang, ça te dit quelque chose? Ces noms, t'en as forcément entendu un durant ces dernières années. Il s'agit de groupes de K-pop, abréviation de Korean Pop, mondialement connus. Tu doutes sur le mondialement? Viens voir les chiffres. Rien qu'en prenant le groupe BTS, qui est le plus populaire du moment, les chiffres sont incroyables. Leur morceau Black Swan s'est retrouvé premier au classement iTunes des musiques les plus écoutées dans 103 pays, ce qui est un record jamais égalé auparavant. Les retombées économiques de ce groupe sont de 3,6 milliards d'euros par an, c'est-à-dire beaucoup d'argent. Et comme je l'ai dit, il ne s'agit que d'un seul des nombreux groupes de K-pop qui existent. Ça te montre très brièvement l'étendue du business qui se cache derrière ce style musical. Mais la K-pop n'est pas seulement un produit destiné à faire de l'argent, elle est aussi un véritable outil géopolitique pour la Corée du Sud afin de se faire une place dans le concert des nations. Bienvenue dans ce second épisode d'Asie Curieuse, à la découverte d'un style musical bien plus politique qu'on ne pourrait l'imaginer. Une naissance préméditée ou un heureux hasard? La Corée du Sud, avant les années 2000, n'attirait pas vraiment les regards. Les stigmates de la guerre de Corée, médiatisés au début de la guerre froide entre 1950 et 1953, ont très vite donné à cette péninsule, anciennement colonisée par le Japon, l'image d'une zone dévastée par la guerre, pauvre et sans rien à offrir. La Corée du Sud est à ce moment-là un pays en voie de développement au même titre que la plupart des autres pays d'Asie. Le pays dispose tout de même du fort soutien des États-Unis, dont la présence militaire est là en cas d'attaque provenant du nord de la péninsule, dirigée par le pouvoir communiste de Kim Il-sung. De 1963 à 1979, le pays est une dictature dirigée par Park Chung-hee. Bien que la démocratisation du pays soit remise à plus tard, sa modernisation économique décolle. C'est à cette période que de grandes marques qu'on connaît aujourd'hui, telles que Samsung ou Hyundai, font leur apparition. Elles incarnent le système des chaebols, un modèle de conglomérats familiaux qui avait permis la rapide industrialisation du Japon durant la première moitié du XXe siècle. Toutefois, les chaebols ne font pas tout. La dictature de Park oblige les ouvriers à travailler gratuitement sans aucun droit de contestation envers un syndicat. Encore aujourd'hui d'ailleurs, l'OCDE reconnaît la Corée du Sud comme le 3e pays où on travaille le plus dans le monde. Autant dire que les cas de karoshi, hashtag regarde la vidéo précédente si tu ne sais pas ce que c'est, sont malheureusement fréquents dans ce type de contexte. Et là tu te dis sûrement, mais quel rapport avec la K-pop? Eh bah, on y vient. La démocratisation du pays commence à partir de 1987 lorsqu'une vague de contestation se répand dans les villes. Toutefois, les opposants au pouvoir en place vont être sévèrement réprimés. Et il faut attendre jusqu'en 1993 pour qu'une véritable démocratisation s'installe. Celle-ci est marquée par l'élection du président Kim Young-sam, premier civil à occuper ce poste depuis 1961. Bien sûr, la corruption reste présente et les plaintes provenant des milieux ouvriers et étudiants persistent. Cette phase de démocratisation va alors de pair avec un retour au divertissement, et c'est en 1992 que va se produire devant la télévision le premier groupe de K-pop, Seotaji and Boys. Musicalement, c'est une révolution. À l'époque, la télévision sud-coréenne ne diffuse que du trot ou du rock, et donc ce nouveau style, très américanisé, va immédiatement accrocher le jeune public et donc faciliter son essor. La jeunesse s'identifie à ce genre musical et en devient donc l'ambassadrice par excellence. Les groupes vont alors se multiplier dans les années qui suivent et en 1995, la K-pop s'est répandue partout en Corée du Sud. Évidemment, certains flairent le filon, c'est Lee So-man, chanteur de ballades dans les années 70, qui va inaugurer le juteux business de la K-pop, en fondant la SM Entertainment, le premier label de K-pop. Il ouvre la voie à d'autres labels similaires tels que YG Entertainment, fondé par l'un des membres de Seotaji and Boys, ou encore la JYP Entertainment. Ces trois-là sont encore aujourd'hui au cœur même de l'industrie musicale coréenne. En voyant cela, le gouvernement comprend que la culture peut être un bien exportable, surtout dans un pays qui n'a pas de richesse naturelle. C'est donc en 1995 également qu'est fondé le Bureau de l'industrie culturelle, dont le but est de promouvoir la K-pop, mais aussi et surtout de la préparer à son exportation. C'est la naissance de l'Hallyu, un terme désignant la diffusion massive de la culture sud-coréenne dans le monde, à commencer par la Chine. La K-pop a-t-elle été créée avec préméditation?
Bah non, pas vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va faire le bonheur des grands investisseurs et du gouvernement sud-coréen. Quand guerre et mélodie font la paire. Le titre de cette seconde partie n'est pas juste une image. Aussi déconcertant que cela puisse paraître, l'armée sud-coréenne a diffusé de la K-pop avec de gigantesques haut-parleurs en direction de la Corée du Nord, sur la frontière entre les deux pays. Et ce ne fut pas qu'une bonne blague de quelques heures. Les Nord-Coréens eurent le droit aux meilleurs morceaux de l'industrie musicale sud-coréenne tous les jours de 2016 à 2018. Ce qui est encore plus drôle, c'est que les Sud-Coréens ont diffusé de la K-pop en réaction au 4e essai nucléaire lancé par la Corée du Nord. Je pense que le ministère de la Défense sud-coréen a été très ambitieux dans les capacités de riposte du pays. Bref, en fait ce qu'il faut comprendre, c'est comment on en est arrivé à utiliser de la K-pop de cette façon. Mais ça n'a pas de sens. La France n'utilise pas du Johnny Hallyday pour lutter contre les terroristes au Sahel. Est-ce qu'il faudrait suggérer à Jean-Yves Le Drian? Qui sait? L'industrie de la K-pop démarre donc vraiment en 1995 et c'est l'année suivante que se tiennent les premiers castings. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le monde de la K-pop, les groupes sont créés par les labels qui, au travers de leurs écoles, forment des jeunes à devenir de futures stars. Ces formations sont très difficiles, voire même inhumaines. Le terme école pourrait même être remplacé par celui d'usine, tant on demande aux élèves une rigueur robotique. En tout cas, le fait que des castings aient lieu montre aussi la volonté du gouvernement, par le biais des labels, d'encadrer le phénomène. Dès le début, la K-pop est un outil, et quand bien même la musique produite peut être agréable à l'écoute et délivrer un message, il faut garder en tête qu'elle est souvent construite avec méthode. Bien sûr, je ne fais pas de généralité, on peut retrouver un grand nombre de chansons qui abordent des sujets de société, à l'instar du fameux Gangnam Style de Psy, qui, outre sa mélodie et sa chorégraphie virale, amène au public une satire des disparités de revenus au sein de la société sud-coréenne. La K-pop est une arme politique, au même titre que peut l'être la culture états-unienne qui inonde nos marchés culturels. La première victoire de la Corée du Sud avec son tout nouveau soft power va être au Japon. Le pays, autrefois oppresseur, réclame en masse davantage de K-pop, mais aussi d'autres produits culturels comme des goodies à l'effigie des groupes, des films, des jeux vidéo, des dramas, etc. La plupart des albums des groupes à succès ont le droit à une seconde version, en japonais cette fois, pour le marché nippon. Après s'être consolidée au niveau national puis au niveau japonais, la K-pop va déferler sur l'Asie du Sud-Est. La suite, vous la connaissez, la K-pop va s'étendre au monde entier, relayée d'abord par la diaspora coréenne, puis très vite encensée avec la création de fangroupes, tels qu'aujourd'hui la BTS Army, qui regroupe des millions de fans du groupe BTS. À l'heure actuelle, un touriste sur 13 vient en Corée du Sud grâce à son intérêt pour la K-pop. Enfin, BTS a été le premier groupe à parler devant l'ONU lors d'une campagne de l'UNICEF, dont ils étaient les ambassadeurs. Le rayonnement de la K-pop est capable de rallier des gens du monde entier et de donner une image renouvelée de la Corée du Sud. Le pays, peu attractif du XXe siècle, a cédé sa place à l'une des destinations les plus prisées de cette dernière décennie. La K-pop a permis à la Corée du Sud de comprendre le potentiel que pouvait avoir sa culture, et cela a ouvert la voie à la diffusion massive dans le monde d'autres produits culturels comme les films ou les séries. Et un bon exemple est celui de la série Squid Game qui a explosé des records en termes de visionnage. Aurait-on pensé, ne serait-ce qu'il y a quelques années, que la série la plus vue sur Netflix serait sud-coréenne ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésite vraiment pas à me laisser un commentaire et à me donner ton avis, à liker et à partager cette vidéo, et puis évidemment à t'abonner, là ce serait vraiment le cadeau de Noël avant l'heure. Sur ce, j'ai plus qu'à te dire à la prochaine pour un nouveau regard sur l'Asie.